Étude lexicologique. Agrégation de français. La méthodologie de la rédaction. Donc, en ce qui concerne le mot méchant, vraisemblable et hautain. Étudier le mot méchant de prime abord, vers 15. Le jury de l'agrégation a été surpris de constater que la grande majorité des candidats n'avaient pas compris cet adjectif. Oui. Alors qu'il est représenté en plusieurs occurrences de l'œuvre au programme avec la même acception. Essier, douloureuse et méchant. Page 189 vers 25. Pauvre, méchant. B152 vers 35. Les candidats qui ont commenté cette occurrence de méchant, comme si l'adjectif avait le sens moderne, ont commis un contresens et ont été contraints de traiter une question qui ne présentait guère d'intérêt du point de vue de l'histoire du lexique. Si la préparation du texte au programme ne leur avait pas permis de retenir le sens ancien pris par méchant ici, une analyse de la formation du mot aurait pu les mettre sur la voie d'une interprétation plus satisfaisante. En effet, l'adjectif méchant vient par conversion du participe présent du verbe méchoir, formé par dérivation du verbe choir, lui-même issu du cadere, tombé en latin avec le préfixe mais, qui signifie donc littéralement mal tombé, et qui a pris en français médiéval plusieurs sens liés à l'idée de malheur. Méchoir peut ainsi signifier tomber dans l'infortune, et surtout en construction impersonnelle, arriver au malheur. C'est pourquoi l'adjectif verbal méchant entre en français au IIe siècle avec le sens de malchanceux, misérable, qu'il avait encore ici. Il pouvait être rapproché de le contexte de la ballade. Il pouvait être rapproché dans le contexte de la ballade de l'adjectif pauvre. Les deux termes sont appliqués à l'homme oisif et en se reposant sur les autres et en s'abandonnant à la paresse et l'artisan de son propre malheur. Comment expliquer l'évolution sémantique de ce mot, de l'ancien français au moderne, au français moderne? Dès l'ancien français, méchant s'applique à des objets de sans valeur, chétif, puis en moyen français à des choses abstraites, puis en moyen français à des choses abstraites et à des personnes au sens de mauvais, malfaisant. Ce dernier sens supplante le premier à partir du XVIe siècle. Cette évolution permet de comprendre l'histoire des deux substantifs dérivés par suffixation de méchant, méchance, ce qui signifie chute, au malheur, infortune, avant d'être supplanté par son concurrent, malchance, avant d'être supplanté par son concurrent, malchance. Avant d'être supplanté par son concurrent, malchance et méchanceté. Formé plus tard au XVe siècle par suffixation en ité sur le même adjectif méchant. Méchanceté. Mais pris cette fois au sens de mauvais. Ce nom désignera alors une parole ou une action malveillante. Puis à la fin du XVIe siècle, un penchant pour faire le mal. Français moderne, rapporteur Véronique Magri. Texte de référence Marcel Proust, Le temps retrouvé, Paris, Gallimard. Voir les recommandations générales données pour l'option A. La lexicologie, 4 points. Faites l'étude des mots invraisemblables. Hautaine, ligne 8. Invraisemblable, ligne 3.
invraisemblable. Une extraordinaire barbe. Une extraordinaire barbe d'une invraisemblable blancheur. Une extraordinaire barbe d'une invraisemblable blancheur. L'adjectif est épithète, lié antéposé au mot blancheur. Il a été formé par l'ajout d'un préfixe négatif un qui inverse le sens du terme de base à l'adjectif. Vraisemblable. Cet adjectif a lui-même été composé par la coalescence, l'union, la coalescence de deux mots, vrai et semblable, vraisemblable, sur le modèle du latin verissimilus, verissimilis, verissimilis, vraisemblable, de versus, vrai, et de similis, semblable. Voir TLFI. On peut rajouter que l'adjectif semblable est formé par suffixation à partir de la base verbale d'un verbe intransitif. Le suffixe able construit alors un adjectif de sens actif qui signifie qui ressemble à. Au sens premier, invraisemblable signifie qui ne semble pas vrai. Par extension, il dénote quelque chose qui dépasse invraisemblable, quelque chose qui dépasse la commune mesure, qui n'est pas dans les normes, voire qui surprend par son aspect extravagant ou ridicule. Invraisemblable, ça veut dire quelque chose que l'on ne peut pas croire, qui dépasse la commune mesure, tout ce qui est extravagant et ridicule. Dans le texte, le syntagme une invraisemblable blancheur duplique syntaxiquement le syntagme d'une extraordinaire barbe. D'une extraordinaire barbe. Une extraordinaire barbe d'une vraisemblable branche. Blancheur. Au sens premier, invraisemblable signifie qui ne semble pas vrai. Par extension, il dénote quelque chose qui dépasse la commune mesure, qui n'est pas dans les normes, voire qui surprend par son aspect extravagant ou ridicule. Dans le texte, le syntagme une invraisemblable blancheur duplique syntaxiquement le syntagme d'une extraordinaire barbe qu'il complète. L'allitération initiale entre blancheur et barbe renforce cet effet de symétrie. L'effet d'exagération est ainsi redoublé par une structure à tiroir qui joue le renchérissement hyperbolique. La macrostructure de la phrase va dans le même sens de l'hyperbole avec la construction symétrique. La macrostructure de la phrase va dans le même sens de l'hyperbole avec la construction symétrique. Non seulement, mais encore. Sur le modèle non solum, sed etiam, qui, sous couvert d'une dynamique adversative, développe un effet d'accumulation et instruit la charge contre le personnage. Et non seulement une extraordinaire, mais aussi une blancheur invraisemblable. Ouais. Qui, sous couvert d'une dynamique adversative, développe un effet d'accumulation et instruit la charge contre le personnage. Le sens du mot invraisemblable, qui prend une valeur hyperbolique, se colore d'une nuance ironique, en corrélation avec d'autres termes dans la phrase, en particulier l'adjectif verbal affublé, connoté péjorativement qui régit les compléments subséquents emboîtés. Hautaine, adjectif épithète apposé à figure, modifié par l'adverbe habituellement. La mise entre virgules du gros verbe adjectival habituellement hautaine permet de le remettre en valeur. Et de mieux marquer l'opposition temporelle entre un avant
vivant dans le souvenir de l'annonciateur et un aujourd'hui en contraste. L'adjectif est formé par suffixation. Hôte, un. Ajout du suffixe un sur la base adjectivale au, voire l'adjectif prochain. Par exemple, pour une formation similaire. Proche, prochain. Dans un sens poétique, hautain reste proche du sens du mot haut pour être un synonyme de élevé en parlant d'une chose, qualifiant une personne ou un trait physique ou psychologique. Il garde un sens amélioratif pour équivaloir à qui montre de la noblesse, de la grandeur d'âme. Ces emplois non dépréciatifs sont considérés comme vieillis ou littéraires par le TLFI. Le sens de l'adjectif a glissé vers une idée dépréciative pour envoyer un comportement dédaigneux et arrogant. Dans le texte rapporté à la figure d'Argencourt, l'adjectif dénote une propriété du personnage. Dans le texte rapporté à la figure d'Argencourt, l'adjectif dénote une propriété du personnage dans le monde d'autrefois, connoté par l'adverbe habituellement. Cette arrogance est tournée en dérision par le contraste qui s'établit entre le mépris affiché du personnage et sa décrépitude actuelle. Sa décrépitude. Déchéance physique qui provient d'un état de vieillesse extrême. Déchéance, décrépitude. Et sa décrépitude actuelle. Plusieurs termes pourraient être relevés du personnage et sa décrépitude actuelle. Plusieurs termes pourraient être relevés, en particulier l'adjectif verbal détendu, qui s'oppose au réseau lexical de la rigidité, dont fait partie l'adjectif hautain. Plusieurs termes pourraient être relevés. En particulier l'adjectif verbal détendu, qui s'oppose au réseau lexical de la rigidité dont fait partie l'adjectif hautain. La solennité, la raideur empesée, au plus fier visage et au torse le plus cambré, qui sont d'autres manifestations physiques de cette figure hautaine, répond un corps embouilli ou ramolli. La marque la plus assassine est sans doute cette absence de respect pour ce vieillard, le mépris autrefois manifesté envers les autres par le personnage et maintenant subi par ce dernier. L'adjectif hautain trouve un écho dans le substantif hauteur. Ligne 17. Sa hauteur prend le sens abstrait qui en fait un synonyme d'arrogance. La critique de cette posture se lit dans le verbe tempérer, qui souligne le caractère excessif du nom complément d'objet direct. Grammaire. Analyser et classer les indéfinis dans le texte. Analyser et classer les indéfinis dans le texte. Pardon. Les exposés sont quelquefois lacunaires, oubli du pronom en particulier, ou fautif quand on confond par exemple numéral et indéfini. Ou encore quand aucun ou quelques sont analysés comme épithètes. Le style télégraphique, ça veut dire rapide, est à proscrire, à condamner.
Est-il besoin de rappeler pour finir que l'orthographe doit être parfaite? Les indéfinis constituent une classe mouvante, circonscrite. Les indéfinis constituent une classe mouvante, circonscrite tantôt de manière négative par opposition aux catégories de pronoms et de déterminants, tantôt de manière positive, en prenant en compte deux notions. L'une qui concerne la quantification, évaluer une quantité, puisque dans nombreux indéfinis fonctionnent comme quantificateurs de l'ensemble vide, de la singularité, de la pluralité, de la totalité, et s'oppose à ceux qui sont distributifs et identificateurs, quantificateurs. L'autre prend en compte la notion d'extension. Les indéfinis permettent l'exploration d'un ensemble en explicitant les relations entre les éléments de l'ensemble. L'ensemble tout entier peut être désigné tous les élèves de cette classe. Ou désigner négativement aucun élève de cette classe. Ou désigner aucun élève. Ou encore désigner de manière indéterminée plusieurs élèves de cette classe. Ou enfin par opposition interne. Les autres élèves de cette classe. On rappellera qu'une classe est définie en extension par l'énumération des éléments qui la composent. On rappellera qu'une classe est définie en extension par l'énumération des éléments qui la composent. FS. En intention ou en compréhension, si une définition est donnée, valable pour tous les éléments. On rappellera qu'une classe est définie en extension par l'énumération des éléments qui la composent. Et c'est en intention ou en compréhension si une définition est donnée, valable pour tous les éléments. Le classement peut suivre les deux principales catégories grammaticales de définies, les pronoms et les déterminants. Certains sont uniquement déterminants, comme quelques. D'autres uniquement pronoms, comme personne. Et d'autres formes sont transversales, comme nul. Ça veut dire peut-être un déterminant, peut-être un pronom. On peut croiser une approche sémantique avec un classement fondé sur une approche grammaticale. Les pronoms indéfinis sont regroupés sous cette dénomination des pronoms hétérogènes sur le plan sémantique, morphologique, syntaxique. Ils partagent la notion d'indéfinition référentielle. Ils partagent la notion d'identification référentielle. Autrement dit, le référent, ce à quoi il renvoie ou ce qu'il représente n'est pas identifiable. On peut les opposer entre eux selon qu'il contient le trait sémantique humain ou non humain. Ils partagent la notion d'indéfinition référentielle. Le référent, ce à quoi il renvoie ou ce qu'il représente n'est pas identifiable. C'est entre eux selon qu'il contient le trait sémantique humain ou non animé. Tous quelque chose en sont les trois occurrences du texte qui assument une fonction syntaxique de groupe nominal, de tous. Le complément du superlatif le plus extraordinaire, quelque chose est attribué du sujet. L'art du déguisement en est le sujet postposé de prouver. Sur le plan morphologique, seul quelque chose est une locution pronominale. Seul
Sur le plan morphologique, seul quelque chose est une locution pronominale, formée avec le nom générique chose, précédé du déterminant. Elle renvoie au nom animé et s'oppose à la locution pronominale quelqu'un. Tous. Tous employés seuls ne peut être que pronom et peut renvoyer à un animé ou à un non animé. Ne peut être que pronom et peut renvoyer un animé ou un non animé. On rappellera le fonctionnement référentiel des pronoms en général. Certains sont représentants, autrement dit remplacent une autre unité dans la phrase, mais d'autres peuvent directement désigner un référent hors texte, un objet du monde, en renvoyant au contexte situationnel. Cette capacité de représentation et de désignation est un critère définitoire de fonctionnement sémantique et référentiel du pronom. Les pronoms sont des symboles dits incomplets qui font appel à trois modes de référence. La référence déictique quand le référent du pronom est identifié par le contexte d'énonciation. La référence anaphorique quand cette identification nécessite le recours au contexte et en particulier à un antécédent. On parle de référence cataphorique quand le pronom renvoie à un groupe subséquent. La référence par défaut au générique, en particulier avec les pronoms indéfinis tels chacun en, par exemple. Le pronom en dit pronom personnel indéfini correspond à la référence par défaut. Dérivant du substantif homo en latin. Homo en latin, il conserve quelquefois à sa gauche un L que l'on qualifie d'euphonique parce qu'il évite un hiatus. Il est toujours sujet. Il renvoie à une personne ou à un ensemble de personnes d'extension variable que le locuteur ne peut ou ne veut pas identifier de façon plus précise. Grammaire méthodique du français. Cette indétermination le rend apte à remplacer tous les autres pronoms personnels. Ouais. Dans le texte, la valeur de on peut hésiter entre une valeur de substitut du pronom je, auquel cas il serait purement déictique, dans la phrase où le je est sujet d'autres verbes, et une valeur strictement indéfinie qui permet d'élargir le point de vue de l'énonciateur, un point de vue général invitant au partage de l'impression décrite. Quelque chose prend une valeur nominale, renvoyant un effet non défini complété par l'adverbe plus. Le syntagme nominal qui suit une transformation complète de la personnalité en apposition à l'énoncé. Quelque chose de plus. On explicite le contenu. Tous. Le pronom a un rôle de représentant, envoyant un référent explicité de le contexte. Dans le texte avant l'extrait. L'assemblée des invités. Dans le texte de la description menée à la première personne du singulier. On peut ajouter que ce pronom cumule une valeur déictique. Les pronoms définis. À définir. Les déterminants indéfinis. Temps de aucun élève, tel, quelques, certains. Ces déterminants indéfinis sont des déterminants quantifiants, sauf tel, occurrence qui sera discutée en fin d'étude. Les déterminants quantifiants. L'indéfini de la quantité nulle, aucun, qui n'inspirait plus aucun respect. Il s'emploie seul devant le nom et construit ici une négation partielle avec le discordantiel n. N'inspirait plus aucun respect. Les indéfinis de la pluralité. Tant de petits changements. Tant de quelques riens. Certains sourires. De pluralité. Les indéfinis
de déterminant indéfini, quantifiant. Pluralité, certes. Tant de déterminants composés qui notent la quantité élevée. Il peut s'appliquer à des cas de réalité comptable ou non. Dans le texte, le non-changement est comptable étant de ce colore d'une valeur intensive, dénotant le point de vue de l'énonciateur. Quelques ou certains sont des déterminants de forme simple et notent une quantité limitée, supérieure à 2. Attention, quelques Quelques peut être utilisé en distribution complémentaire avec un déterminant spécifique. Ce n'est pas le cas du texte où quelque est employé comme actualisateur. Il indique un nombre imprécis mais qui reste peu élevé. Au passage, observons qu'il actualise le pronom indéfini substantivé rien. Pronom indéfini substantivé rien. Certains dénotent aussi un nombre limité d'objets qui partagent des propriétés particulières non explicites. On pouvait s'interroger au fait sur la locution combien de ligne 11 qui joue le rôle d'actualisateur du nom pluriel état. Combien d'états en vertu du paramètre du nombre. Il peut en effet être analysé comme quantificateur, quantité. Il évalue une quantité exclamative de la pluralité élevée. Le cas de une telle vérité, telle peut être quantifiant, caractérisant dans des exemples du type « et déménagea à tel endroit ». Quand l'énonciateur ne veut pas préciser l'identité de l'endroit en question. Tel est ici postposé à l'article indéfini, une. Indéfini, une. Et entre en corrélation avec eux, construisant un système consécutif. Ce cas est analysé comme l'adjectif épithète gréviste de l'étudiant, 2018, page 215. Chapitre l'adjectif. Il est le premier élément de la corrélation consécutive et se colore d'une valeur intensive. Étude du style.